Ce soir, on va parler de quantique, de théorie quantique, de mécanique quantique. Notre monde moderne est plein de prouesses technologiques comme Internet, comme les téléphones portables. Des prouesses technologiques qui sont telles qu'on les utilise sans en comprendre le fonctionnement. Et pourtant, toutes ces technologies n'auraient pas été possibles s'il n'y avait pas eu, au début du siècle dernier, une révolution conceptuelle et technique dans le domaine de la physique théorique. Cette révolution, elle porte le nom de mécanique quantique, et c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer ce soir. La mécanique quantique, elle s'est développée entre 1900 et 1925, et on a assisté en physique à ce qu'on appelle un changement de paradigme. On est passé de la théorie classique à la théorie quantique, et pendant 25 ans, les physiciens se sont torturés l'esprit pour essayer d'établir les fondements d'une nouvelle mécanique, la mécanique quantique. Cette mécanique, elle aborde ce genre de questions générales et fondamentales. Qu'est-ce que la matière? Qu'est-ce que la lumière? Qu'est-ce que la réalité? Mais pour comprendre les tenants et les aboutissants d'une telle révolution, je vous propose de revenir un petit peu en arrière, à la fin du XIXe siècle. À la fin du XIXe siècle, les différents pays d'Europe sont en compétition dans une révolution industrielle. Et cette révolution industrielle de la deuxième moitié du XIXe siècle, elle est conduite par une nouvelle invention, toute récente, qui est l'électricité. Et l'électricité, elle permet notamment ce qui aujourd'hui éclaire tous nos foyers, à savoir l'ampoule électrique, l'ampoule à incandescence. Alors l'ampoule, son fonctionnement est tout simple. Vous faites passer un courant électrique à travers le filament chauffe à très haute température et émet de la lumière. À la fin du XIXe siècle, les physiciens ont une théorie pour la lumière. C'est une théorie qu'on appelle la théorie classique de l'électromagnétisme. Cette théorie, elle consiste en un certain nombre d'équations qu'on appelle les équations de Maxwell et qui réunissent en quelques lignes trois phénomènes physiques que l'on pensait auparavant sans rapport. Les équations de Maxwell réunissent dans le même cadre conceptuel le magnétisme, l'électricité et la lumière. Donc une ampoule émet de la lumière, et à la fin du XIXe siècle, on comprend cette lumière comme étant une onde. Alors une onde, c'est une espèce de vibration qui est caractérisée par deux grandeurs, deux nombres. Le premier, c'est la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est cette distance que vous voyez, elle permet de définir la couleur, le rouge, le bleu, le vert. Et le deuxième nombre important pour caractériser une onde, c'est l'amplitude, l'intensité. Est-ce que la lumière elle est forte ou est-ce qu'au contraire elle est ténue? Alors bien sûr, une ampoule électrique, c'est un mélange de lumière. La lumière blanche que l'on voit est en fait un mélange de lumière pure. On a à l'intérieur du bleu, du rouge, du vert, du jaune. On peut décomposer la lumière qui est émise par une ampoule au moyen par exemple d'un prisme. C'est aussi ce qui se passe pour un arc-en-ciel. Qu'est-ce que c'est qu'un arc-en-ciel? Eh bien, c'est simplement la décomposition de la lumière du soleil par des petites gouttelettes d'eau qui sont en suspension dans l'air. Alors lorsqu'on décompose la lumière, on obtient un arc-en-ciel, et cet arc-en-ciel, en termes techniques, on l'appelle, accrochez-vous, un spectre électromagnétique. Un spectre électromagnétique, on le représente de cette manière-là. On a deux axes. Sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal, on inscrit la longueur d'onde. Donc la couleur, ce que je vous disais, pour des grandes longueurs d'onde, de ce côté-là, on va avoir la couleur rouge. Et pour des petites longueurs d'onde, ici, on va avoir la couleur bleue. Et ensuite, les couleurs du visible forment l'arc-en-ciel entre le rouge et le bleu. Alors vous voyez que la partie visible du spectre électromagnétique est toute petite si on la compare au reste du spectre, à savoir sur la droite, au-delà du rouge, c'est l'infrarouge,
Et sur la gauche, au-delà du bleu, on a l'ultraviolet. Ces parties du spectre, ce sont aussi de la lumière. L'infrarouge, l'ultraviolet, c'est de la lumière. Mais c'est de la lumière qu'on ne voit pas avec nos yeux. On est capable de les voir autrement, avec d'autres appareils. Alors ici, cette courbe, qu'est-ce que c'est finalement ? Cette courbe, c'est le spectre électromagnétique d'un corps que l'on chauffe à 5000 K, c'est-à-dire 5000 degrés. Et puis, vous avez 3 exemples. Vous avez la même courbe, mais pour une température différente, 4000 degrés. Et encore une même courbe pour une température de 3000 degrés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, ici, on a l'axe horizontal, l'axe des ordonnées, qui nous donne l'amplitude, l'intensité de la lumière. Alors, si on regarde la courbe bleue à 5000 degrés, ça correspond à peu près au spectre que l'on obtient lorsqu'on regarde le Soleil. Pourquoi ? Parce que le Soleil, à sa surface, a une température qui est environ de 5000 degrés. Donc si on décompose avec un prisme la lumière du Soleil, on va observer ça. Alors en fait, on va observer des couleurs, mais ensuite on peut regarder pour chaque couleur quelle est la proportion de cette couleur que l'on trouve dans le spectre. Alors on voit que pour la lumière du Soleil, il va y avoir beaucoup de rouge, beaucoup de bleu, mais il va y avoir encore plus de vert qui est au milieu, à peu près au niveau du pic, encore plus de jaune même. Et on va voir qu'il va y avoir un petit peu moins d'infrarouge, un petit peu moins d'ultraviolet. C'est ça le spectre électromagnétique. La découverte essentielle des physiciens de la fin du XIXe siècle, c'est que la forme de cette courbe ne dépend pas de ce qui brûle. Je vous ai dit que la forme, elle dépendait de la température, mais ensuite, on se fiche de savoir qu'est-ce qui brûle véritablement. Est-ce que c'est le filament en tungstène d'une ampoule électrique ? Est-ce que c'est le bois qui se trouve dans la cheminée ? Ou est-ce que c'est le soleil, avec les réactions nucléaires qui produisent cette énergie ? Peu importe le phénomène qui produit la chaleur et donc la lumière, la seule chose qui compte pour avoir la courbe, c'est la température. Alors, ces courbes-là, on peut les décrire mathématiquement par une équation que je vous ai écrite ici. Ça vous donne simplement l'amplitude en fonction de la longueur d'onde lambda, l'axe des abscisses, et T, là, c'est la température. Donc vous me donnez la température d'un corps qui brûle, je connais le spectre électromagnétique qu'il me donne. Pourquoi ça c'est intéressant et pourquoi c'est surprenant ? Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait la physique elle est simple. On s'aperçoit que le monde est simple. On aurait pu penser a priori que selon que je brûle du charbon, que je fasse chauffer du tungstène ou que je regarde le soleil, on aurait pu avoir des formes de courbes complètement différentes. On aurait pu avoir des vagues, ça aurait pu monter et descendre. Eh bien non. Les physiciens du XIXe siècle sont face à ce constat. La physique est simple et le spectre électromagnétique ne dépend que de la température. Alors qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un résultat expérimental de ce type qui nous dit que la physique est simple ? Eh bien, les physiciens théoriciens vont chercher à construire un modèle simplifié qui permet d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a cette courbe et pas une autre. Je vous dis, cette courbe, elle est le résultat d'expérience. On a mesuré et on a vu, on a constaté. Mais la physique, elle cherche à comprendre la nature. Et comprendre la nature, ça n'est pas simplement faire un catalogue de tout ce qui existe dans le monde. C'est essayer aussi de comprendre pourquoi les choses sont de cette manière et pas d'une autre. Alors, les physiciens théoriciens se mettent en quête d'un modèle qui assez simple, puisque le résultat est simple, qui permettrait d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a cette courbe. Alors naturellement, pour construire un modèle théorique simple, on se tourne vers la théorie qui est disponible à l'époque et qui a déjà montré son succès dans bien des domaines. Je le disais au début, cette théorie, c'est la théorie classique de l'électromagnétisme. On dit aussi les équations de Maxwell. Alors on peut essayer d'utiliser cette théorie pour expliquer cette courbe. Seulement voilà, si on essaye, ça ne marche pas. Et quand je dis que ça ne marche pas, en fait ça ne marche pas du tout.
Bon, je suis sévère un petit peu, ça marche presque ici. Vous voyez ici, je vous ai tracé la courbe du spectre électromagnétique qu'on obtient simplement par le calcul en utilisant la théorie classique. Cette courbe en noir, vous voyez que quand la longueur d'onde elle est très grande, quand on est dans l'infrarouge, elle colle presque à la courbe expérimentale, aux courbes expérimentales qui sont en couleur. Mais dès qu'on se rapproche du visible, et encore plus au-delà dans l'ultraviolet, la différence entre la théorie et l'expérience, elle croît de manière exponentielle. Ça, on l'appelle la catastrophe ultraviolette. C'est l'un des problèmes qui inquiète le plus les physiciens à la fin du XIXe siècle. Alors, ultraviolette, vous avez compris, parce que c'est quand on s'approche de l'ultraviolet que les problèmes surviennent. Et puis catastrophe, en fait c'est vraiment une catastrophe parce que si jamais la théorie classique était la bonne théorie dans le monde réel, eh bien ça voudrait dire que tout corps qui a une certaine température, comme nous par exemple, à 37 degrés, eh bien on serait en train d'émettre des rayons mortels de très haute énergie. Ce qui n'est pas le cas. Donc on est parfois content que la théorie ne colle pas à l'expérience. Et on est content pour une autre raison, pas seulement parce que ça nous sauve la vie, on est content aussi parce que cette contradiction entre expérience et théorie, ça a toujours été une source de progrès dans la connaissance. C'est parce qu'à un moment donné, on rencontre des expériences que la théorie n'explique pas, que l'on va chercher à revoir notre théorie pour essayer de l'améliorer et de pouvoir l'expliquer. Alors les physiciens de la fin du XIXe siècle sont dans ce marasme et ils attendent leur héros, leur révolutionnaire qui viendra jeter les bases d'une nouvelle théorie qui permettra de dépasser la théorie classique et d'expliquer le spectre électromagnétique en résolvant la catastrophe ultraviolette. Il est surprenant de voir que cette révolution, elle survient d'abord dans l'esprit du plus austère, du plus conservateur des physiciens allemands du XIXe siècle. J'ai nommé Max Planck. Nous sommes en 1900, à Berlin, et Max Planck se penche sur la question de la catastrophe ultraviolette et du spectre électromagnétique. Eh bien, Max Planck, un jour de décembre, alors qu'il fait des calculs, va avoir cette idée de rajouter une hypothèse pour pouvoir poursuivre son calcul. Dans son calcul, il tombe sur une espèce de contradiction, il ne comprend pas bien ce qui se passe, et il s'aperçoit qu'il peut continuer son calcul à condition qu'il ajoute une hypothèse sortie de nulle part, enfin, de son esprit. Et cette hypothèse, c'est l'hypothèse suivante: l'énergie est émise par paquets. Et ces paquets, il les appelle des quanta. Quantum, en latin, ça veut dire combien. Donc, quand je dis que l'énergie est émise par paquets, ça veut dire que quand j'ai un corps qui chauffe, il vibre. Et en fait, en vibrant, il émet de l'énergie. C'est la lumière qu'on observe. Mais il nous dit qu'en fait, cette lumière, elle est émise par petits paquets, les uns après les autres. Que ce n'est pas exactement une onde continue, mais qu'en fait, on a des petits grains de lumière. Un petit peu comme si vous voyez de la farine, vous versez de la farine dans un pot, vous avez l'impression que c'est continu, que vous pouvez toujours diviser votre paquet de farine en deux. Vous partez d'1 kilo, vous divisez 500 grammes, 500 grammes, vous prenez vos 500 grammes, vous pouvez à nouveau diviser 250 grammes, 250 grammes. Vous avez l'impression que la farine, elle est indivisible à l'infini. En fait, vous savez que ce n'est pas le cas. Vous savez que la farine, en fait, elle est faite de tout petits grains. Que si on regarde de manière avec un microscope, on va voir ces petits grains. Et on ne pourra pas vraiment diviser la farine au-delà de ces petits grains. Eh bien, Planck fait la même hypothèse, mais cette fois pour la lumière, disons l'énergie qui est émise comme des petits paquets.
Cette hypothèse, ce n'est pas du tout une hypothèse naturelle, parce que la théorie classique, elle nous dit que non, l'énergie peut prendre n'importe quelle valeur, et pas simplement des valeurs, des multiples du paquet discret. Alors, cette hypothèse, on peut la rendre plus mathématique avec cette équation qui nous dit simplement que l'énergie est proportionnelle à la fréquence. Et ça, c'est la valeur de l'énergie la plus petite qu'il est possible d'émettre par un corps. C'est la valeur du plus petit paquet. Ça nous donne la taille de notre grain d'énergie. Voilà comment est-ce qu'on peut se représenter un petit peu la chose mentalement. On a un corps qui chauffe. Donc en chauffant, il vibre. Et puis, ces petits paquets que vous voyez partir, eh bien, ce sont les petits grains de lumière. Eh bien, en faisant cette hypothèse, Planck est capable de corriger la théorie classique et d'obtenir le spectre électromagnétique qu'il voulait. Au début, Planck, lui, cette hypothèse, il la voit simplement comme une astuce mathématique. Il n'y voit aucune signification physique derrière. Il a uniquement introduit cette hypothèse pour pouvoir poursuivre son calcul. Il a bien conscience que c'est un peu bizarre, mais il n'est pas plus inquiet que ça. En fait, Planck, c'est un peu un révolutionnaire malgré lui. Il fait une hypothèse, mais les conséquences de cette hypothèse ne seront perçues que plus tard. En fait, l'interprétation véritable de cette hypothèse en termes de grains de lumière, que l'on prend véritablement au sérieux comme telle, ce sera Einstein qui va la faire 5 ans plus tard. Il va avoir ce courage-là de dire que c'est plus qu'une astuce mathématique. Alors entre 1900 et 1925, les résultats expérimentaux et théoriques vont s'accumuler. On fait de plus en plus d'expériences qui sont bizarres, c'est-à-dire en contradiction avec la théorie classique. Mais à chaque fois qu'on fait une nouvelle expérience bizarre, eh bien, on applique le truc de Planck. Savoir, on introduit une nouvelle hypothèse, une hypothèse ad hoc, qui permet de corriger notre théorie classique pour qu'elle colle à l'expérience. Vous voyez que ce n'est pas très naturel comme méthode. Parce qu'on a une théorie classique qui a sa propre cohérence, et celle-ci, elle est en contradiction avec les expériences. Alors pour essayer de résoudre les deux, eh bien, on ajoute au cas par cas des hypothèses. C'est un peu comme des béquilles qu'on ajoute à la théorie. Donc au fur et à mesure, les années passent, et les physiciens prennent conscience que la situation ne peut pas durer longtemps. Comme ça, on ne peut pas sans cesse ajouter des béquilles à notre théorie classique sans que ça ressemble à quelque chose d'immonde. Il faut à un moment donné être capable de se débarrasser de l'ancienne théorie et de poser les fondements d'une nouvelle théorie. Alors, les physiciens de cette époque en ont parfaitement conscience. Mais entre le penser, le dire et le faire, il va falloir attendre un deuxième révolutionnaire. Ce révolutionnaire, c'est un petit peu l'opposé de Planck. Déjà, Planck, quand il avait fait cette découverte, c'était déjà un professeur un peu âgé à l'université de Berlin. Le nouveau révolutionnaire, dont je vous révèle le nom maintenant, Werner Heisenberg, c'est au contraire un jeune. Il a 23 ans en 1925. Il a 23 ans, depuis quelques années, il s'est passionné pour la physique. Il s'est passionné pour tous ces nouveaux résultats expérimentaux que l'on n'arrive pas à expliquer. Et à l'été 1925, il est pris d'un rhume des foins. Alors il va aller se reposer sur cette île, à Heligoland. Ça se trouve dans la mer du Nord. C'est une espèce de rocher complètement nu et isolé. Il n'y a quasiment personne. Et dans cet été 1925, sur Heligoland, il y passe 2 semaines en tout. Mais il va y avoir une nuit particulièrement agitée, dans laquelle il va comprendre ce qui se passe. Il va y avoir une espèce de révélation. Alors ça ne vient pas d'un coup, bien sûr. Il y avait pensé depuis longtemps. Et après cette révélation, il va encore falloir faire un travail énorme pour clarifier ses idées. Mais il y a une nuit qui le marque particulièrement, dans laquelle en fait il va réintroduire pas à pas toutes les étapes qui permettent de dériver les résultats expérimentaux qui étaient problématiques. Mais il va le faire d'une façon nouvelle, en jetant les bases d'une nouvelle théorie
qu'on appellera la mécanique quantique. Voici la première observation qui permet à Heisenberg de mener cet exploit. Pour lui, la physique doit décrire les relations entre des grandeurs observables. Il y a deux mots importants dans cette phrase, c'est relation et observable. Relation en opposition à absolu. Heisenberg nous dit, la physique ne doit pas chercher à décrire un monde pur, objectif, qui est à l'extérieur et indépendant de l'observateur. Il nous dit que non, l'observateur lui-même, lorsqu'il étudie le monde, modifie son objet d'étude en le mesurant. Donc la physique ne devient plus l'objet d'étude de systèmes que l'on considère parfaitement indépendants. Il faut prendre l'observateur en compte pour décrire notre théorie physique. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, donc la physique décrit des relations entre des grandeurs observables. Il nous dit, la seule chose qu'une théorie physique doit faire, c'est de s'intéresser à ce qui est observable. Alors ça peut sembler évident, mais en fait ça ne l'est pas. Parce que les physiciens, à l'époque, ils s'imaginaient encore que les atomes étaient, par exemple, constitués d'un petit noyau avec autour des électrons qui tournaient comme des planètes tournent autour du Soleil. Et Heisenberg nous dit, cette image, elle n'est pas bonne du tout. Arrêtez de penser de cette manière-là. Parce que ces électrons qui devraient tourner autour du noyau, on ne les voit jamais. On ne voit jamais la trajectoire des électrons. On voit la trajectoire des planètes, mais les électrons autour de leur noyau sont si petits qu'on n'a aucun instrument qui nous permet de les voir tourner. Alors, il faut arrêter d'essayer de construire des théories en supposant que les électrons ont des trajectoires. On introduit quelque chose dans la théorie qui est artificiel, qu'on ne voit pas. Il ne faut mettre dans la théorie que des grandeurs observables. Sa deuxième grande idée, pour résoudre le problème de la théorie classique, c'est celle-ci. Il nous dit qu'il faut réinterpréter les équations de la physique classique. C'est-à-dire ici, vous avez une équation, peu importe ce qu'elle signifie. Cette équation, elle est faite de certaines variables, ici x. Et x, dans la théorie classique, a une certaine signification. Ça peut être la position, ça peut être la vitesse. En tout cas, dans la théorie classique, il y a une façon directe qui permet de mesurer x, d'associer au symbole de l'équation une signification directe dans les expériences. Eh bien, ce lien-là entre le symbolisme des équations et ce qu'il se passe dans le laboratoire, cette correspondance entre les symboles et la réalité, elle n'est pas unique. Il y a différentes façons de faire cette correspondance. Et Heisenberg propose de réinterpréter l'équation, c'est-à-dire il propose une nouvelle correspondance entre les variables, les symboles de l'équation et la réalité. C'est sa deuxième grande idée. Et avec ça, il pose les bases de la mécanique quantique. Alors j'ai insisté sur Planck en 1900, j'ai insisté sur Heisenberg en 1925, mais il y en a bien d'autres, avant eux et après eux. En l'espace d'une vingtaine de minutes, peut-être, si je ne l'ai pas dépassé, j'ai essayé de vous expliquer quelle était la genèse de la mécanique quantique. Vous avez compris maintenant pourquoi est-ce que la mécanique quantique s'appelle quantique. C'est parce qu'initialement, lorsqu'on l'introduit, ça vient de l'idée que la lumière est faite de petits grains et que ces petits grains, on les appelle des quantas. Et bien sûr, la mécanique quantique, c'est bien d'autres choses. Et je ne pourrais pas en 20 minutes vous donner tous les éléments et toutes les surprises de la mécanique quantique. Pour ça, après moi, vous allez assister à 3 autres petites conférences qui vont vous éclairer sur d'autres aspects surprenants de cette théorie. L'aventure de la mécanique quantique ne s'arrête pas avec Heisenberg. Au contraire, on peut dire qu'elle commence. Et aujourd'hui, cette théorie, elle nous semble toujours mystérieuse. Les physiciens se posent encore des questions
fondamentale pour essayer de comprendre cette théorie. Pourquoi? Parce que l'interprétation que nous en a donnée Heisenberg, elle trompe notre intuition. Il est très difficile pour nous de faire cette correspondance entre les équations et la réalité. Et ceci est le signe qu'il reste quelque chose à découvrir. Je vous remercie pour votre attention.